s'agit de méthodes d'amaigrissement, l'une basée sur les protéines et l'autre basée sur les fruits qui ont été testés sur deux groupes de sujets chacun. Donc ça, c'est quoi la variable indépendante? La variable indépendante. La méthode d'amaigrissement, d'accord? Combien de niveaux? Ok, donc on aura deux groupes. Ok. Le chercheur a mesuré les calories absorbées par ces sujets avant et après le régime alimentaire. C'est pas du tout la même chose que moi, ça. Ah oui, non, en fait, j'ai déjà rechangé. T'as déjà changé pour l'année prochaine? C'est ça. Mais du coup, si vous remettez les vieux mots, ça marche aussi. C'était leur poids avant. Parce que vous n'avez pas ça dans le slide. Vous avez le poids avant et le poids après. En fait, vous avez le poids avant. Donc ne regardez pas ce qui est écrit, donc c'est poids avant. Donc le sujet, le chercheur, il a mesuré le poids des sujets. Regardez sur votre slide. Il a mesuré le poids des sujets après avoir reçu, après avoir avant et après. Je suis en train de parler, je parle de la variable dépendante d'abord, donc après. Donc il veut voir s'il y a un effet du régime, et donc ce qu'il fait, c'est qu'il fait une mesure, donc il fait en sorte que les deux groupes suivent leur régime particulier, et puis après il mesure le poids de chacun des sujets. Ça, c'est sa variable dépendante. D'accord? Le problème, évidemment, c'est que s'il ne sait pas d'où sont partis les sujets, c'est un peu embêtant. Donc, ce qu'il estime être la variable parasite, c'est le poids qu'a fait les sujets avant de suivre le régime. Et donc, dans le tableau que vous avez, qui est en fait le même tableau qui est là, mais on a un peu changé, je vais vous expliquer tout de suite. Donc, vous avez, vous, poids après, poids avant. Donc vous avez chacun des sujets. Vous savez pour chaque sujet s'il a suivi le régime 1 ou le régime 2. Donc ça c'est un tableau type logiciel statistique. Vous pouvez taper comme ça dans le logiciel. Vous avez la variable parasite et vous avez la variable dépendante. Alors, et donc l'idée c'est, puisque j'ai la variable parasite qui était le poids qu'avaient mes sujets au départ et que c'est un peu embêtant, je vais appliquer une analyse de covariance pour savoir si la différence que je vais observer sur le poids après est bien juste due au régime et pas due au fait que au départ les sujets n'avaient pas le même poids. Ça va? Juste pour vous alerter, vous allez avoir un truc qui apparaît en général sur presque chaque média avec changement de régime. Mais normalement, on voit encore après. On voit les trucs derrière, mais... Alors, si vous voulez transformer ce tableau comme le tableau général que je vous ai fait juste avant, il faut un peu réorganiser le tableau, d'accord, pour avoir les deux colonnes, le groupe 1 et le groupe 2, et à l'intérieur de chaque colonne, la mesure de la variable parasite et la mesure de la variable dépendante. Ça, c'est mis à réorganiser. À réorganiser comment? Mais en ayant pour chacun des deux groupes, donc en fait ça c'est un groupe et ça c'est l'autre groupe. Pour chacun des deux groupes, j'ai les mesures de la variable dépendante, ça c'est mes Y. Et j'ai les mesures de ma variable parasite, ça ce sont mes X. Ça va toujours? Ok. Et donc là-dessus on va pouvoir appliquer l'analyse de covariance. Ah oui, je vois. C'est bien gros, hein, pour être sûr de ne pas passer à côté. Donc regardez vos slides, ne regardez pas. Exemple de comment on entre ça dans le logiciel de stage. Vous avez donc le tableau de données SPSS dans vos slides. Donc vous ne regardez pas ce qui est en haut. D'accord? Donc vous avez pour chaque sujet, il y en a 16, le régime qu'il a suivi, le poids avant et le poids après. Excusez-moi. Oui. Je comprends pas comment le poids avant ou les calories, en quoi c'est une variable parasite. Je saisis pas. Moi je ne voulais pas mettre les calories. Ou même le poids, je vois pas en quoi le poids ou les calories Mais si on peuvent influencer. pourrait imaginer des personnes qui ont plus de poids à perdre, souvent on remarque ça, les personnes qui ont plus de poids à perdre, ou qui sont plus lourdes au départ, perdent plus vite au niveau du régime. Et donc ça peut être une variable parasite. Parce qu'à partir du moment où vous faites le même temps pour le régime pour toutes les personnes, et vous mesurez le poids après, d'où ils sont partis, s'ils étaient plus gros au départ ou plus minces,
il se pourrait que ce soit une variable parasite et que ce ne soit pas vraiment un type de régime. Ça, on remarque bien que les personnes qui sont... C'est le fait d'avoir des personnes différentes, alors, c'est surtout ça. Il faudrait avoir, donc si on veut éviter que ce soit une variable parasite, il faudrait avoir des personnes plus ou moins du même poids pour avoir des... Bien sûr. Okay. Mais on n'a pas fait ça et on n'a pas contrôlé ça au départ. Okay. D'accord? Merci. Donc effectivement, mais alors ce qu'on pourrait faire aussi, c'est pour ça que j'ai envie de changer poids avant, poids après, parce que ce qu'on pourrait faire, simplement, c'est faire la différence entre le poids avant et le poids après, et faire une mesure sur cette différence. C'est pour ça que je trouve que c'est... je pense que expliquer comme je viens d'expliquer, ça peut être considéré comme une variable parasite, mais le fait que ce soit les mêmes mesures, parce que la variable parasite, ça peut être une toute autre mesure en termes d'unité de mesure, que la variable dépendante. Et donc je trouve ici le fait d'avoir un poids avant et un poids après, ça peut un peu induire en erreur. Donc on y a réfléchi sur le cours de monde, c'est le cours d'aujourd'hui, on s'est dit l'année prochaine on fera autrement. Et donc Anne-Sophie avait pris les devants, elle avait déjà changé ses slides. Ça a commencé à changer ses slides, donc ne soyez pas perturbés. On a bien une variable parasite qu'on considère comme le poids avant, parce qu'on estime que les personnes qui sont d'un poids plus élevé au départ, souvent perdent vite, plus rapidement du poids que les personnes qui n'ont que quelques kilos. Ça va? Donc ça c'est juste un exemple de comment on peut le mettre dans SPSS, comment on peut le mettre dans OpenSCAT ou SCAT, mais c'est là exactement la même chose. Et donc on va revenir sur le principe même de l'analyse de la covariance. Et donc pour, je vous ai dit tout à l'heure, réaliser une analyse de covariance, on va en fait faire une analyse de variance sur des moyennes ajustées. Qu'est-ce que c'est que ces moyennes ajustées? C'est les moyennes pour représenter la variable dépendante, si elle est value, l'effet de cette variable parasite. Et donc comment est-ce qu'on va techniquement faire ça? Par un principe de décorrélation. Donc, pour obtenir ces moyennes ajustées, on va décorréler la variable parasite et la variable dépendante. Puisqu'effectivement, pour que l'analyse de covariance fonctionne, il faut qu'il y ait cette corrélation, cette covariation entre la variable parasite et la variable dépendante. Alors, c'est quoi cette décorrélation? C'est donc enlever l'effet de la variable parasite sur les variations de la variable dépendante. Au départ, ils sont corrélés. Je vais montrer tout à l'heure. On va donc calculer des moyennes de la variable dépendante, donc de Y, non contaminées par la variable parasite. C'est donc ces moyennes de la variable dépendante ajustées. De nouveau, moyenne de la variable dépendante si la variable parasite n'avait pas d'influence sur cette variable dépendante. Okay. Et puis, quand on aura fait ces moyennes, on pourra calculer des sommes de carrés d'écart, des sommes de produits d'écart, on pourra calculer des carrés moyens, et puis on va arriver à un test F de Sneddon-Corr, où on va mettre en fait en haut l'estimation de variance entre les groupes, qui est donc l'effet de la variable indépendante 1. Je vous dis tout à l'heure que la variable qui fait les groupes, c'est la variable petit a. Mais attention, même tout tilde, pour ne pas oublier que ces carrés moyens, ils sont basés sur des moyennes ajustées. Donc ce sont aussi des carrés moyens ajustés. Même chose pour ce qu'on met au dénominateur du F de Sneddon-Corr. C'est une estimation de variance dans les groupes, donc on est résiduelle, petit r, mais qui a aussi été ajustée. Donc en enlevant l'effet de la variable parasite. Donc ça, c'est pour que vous ayez bien compris le principe. Et tout ça, c'est ce que j'ai dit. Alors, pourquoi on parle de covariance? Mais parce qu'on a deux ensembles de données, on a deux mesures qui varient ensemble. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, autant l'indice de variance nous permet finalement de voir la variation d'un ensemble de données autour de sa moyenne. C'est un indice de dispersion, hein, la variance. Eh bien, l'indice de covariance, elle nous permet de voir en quels termes deux mesures varient ensemble. Et donc, on peut très facilement construire l'indice de covariance par analogie à l'indice de variance. Ce que je vous montre dans le slide qui est juste ici. Quand vous avez, donc, somme des carrés d'écart, parce qu'à un moment donné, on va calculer des sommes de carrés d'écart normalement. D'accord? Comme dans une analyse de variance. Ben, si on est
si on n'a qu'un ensemble de données, si on n'a qu'une mesure, on parle de variance. Vous vous souvenez, la variance, je n'ai pas mis l'indice somme devant, mais donc la variance, c'est une somme de carrés d'écart des données par rapport à leur moyenne. Ça, c'est la définition de la variance. J'ai rien inventé. Ok. Mathématiquement, ce carré-là, on peut le distribuer en deux termes. En fait, x moins x bar au carré, c'est égal mathématiquement à x moins x bar multiplié par x moins x bar. Toujours 2 au carré fait 2 fois 2. Ok, eh bien, par analogie, en fait, puisqu'on a deux mesures, eh bien, simplement, on va transformer une des parenthèses ici en utilisant pour l'une la variable parasite et pour l'autre la variable dépendante. Et cette nouvelle chose, c'est maintenant quoi? Vous n'oubliez pas qu'il y a une somme devant. C'est une somme de produits, il y a un fois au milieu, d'écart. On appelle ça SPE. Et ça, c'est la covariance. Donc vous voyez qu'on l'a construit très facilement par analogie avec la somme des carrés des écarts. Et le coefficient de corrélation, peut-être que vous ne l'avez jamais appris comme ça, vous allez avoir une révélation. Le coefficient de corrélation de gravité de sang, ce n'est rien d'autre que cette covariance, mais mais cette covariance, elle a un petit souci. Si on utilise rien que la covariance pour essayer de mesurer comment deux mesures varient ensemble ou sont liées entre elles, c'est que donc on dit covariance, c'est x moins x bar, d'accord, multiplié par y moins y bar. Si je reprends l'exemple tout à l'heure de mes tailles et de mes poids, imaginez, vous oubliez que c'est parasite et dépendant. Simplement deux mesures. Les x, c'est des mesures de poids, je les mesure en kilos. Et les y, c'est des mesures de taille, je les mesure en mètres. Donc mon indice covariance, il a des unités de mesure, qui sont dans ce cas-ci des kilos fois des mètres. Si je fais une autre expérience avec deux autres types de mesures, ben la covariance, elle sera mesurée avec d'autres unités de mesure. Donc comment je vais pouvoir comparer les covariances? C'est pas possible, puisqu'elles ne sont pas mesurées avec les mêmes unités de mesure. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que cet indice de covariance, son domaine de variation peut être très large, puisque ça dépend de comment j'ai mesuré mes x et comment j'ai mesuré mes y. Et donc, si dans un cas j'ai une covariance qui vaut 120 et dans un autre j'ai une covariance qui vaut, je ne sais pas, peut-être 350, je peux dire que l'une est plus grande que l'autre, mais je ne peux rien dire de particulier. Tandis qu'un coefficient de corrélation, on sait qu'il varie entre moins 1 et 1 et qu'il n'a pas d'unité de mesure. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on est... Il faudrait allumer en fait, ça ne va pas vous appeler. On va faire en rien en fait. Enfin, je ne sais pas si vous donc, si je divise, en fait, en divisant cette covariance par les calculs en x, c'est le slide après, en les calculs en x, si je divise cette covariance par les calculs en x et les calculs en y, les écarts types, c'est aussi mesuré en unité de mesure. Donc j'aurai là des kilos fois des mètres, là des kilos fois des mètres. Donc tous les unités de mesure tombent. Donc j'obtiens bien quelque chose qui n'a plus d'unité de mesure, sans dimension, oui. Et en plus, ne me demandez pas de vous l'expliquer, parce que c'est un petit peu trop compliqué, mais en divisant par les calculs en x et en y, on obtient un truc, un indice, qui varie entre moins 1 et plus 1. Et donc là, ça commence à être facile parce qu'on va pouvoir comparer entre différentes expériences, entre différentes mesures. C'est comme ça qu'est né le coefficient de corrélation de droit réflexion. Je ne sais pas si on a l'habitude de dire ça. Mais si ce n'est
pas le cas, ben, vous avez révélation. Voilà d'où vient le coefficient, comment Bravais et Tesson ont imaginé leur coefficient de révélation de Bravais et Tesson. D'accord, ils ont dit, je veux un indice qui mesure combien deux mesures varient ensemble, covarient. Si j'utilise la covariance, j'ai des problèmes. Qu'est-ce que je pourrais utiliser mathématiquement pour inclure ce problème? Eh ben, je divise par les quartiers en x sur y et j'obtiens quelque chose qu'on appelle le R de variation qui varie entre moins 1 et 1. On sait ce que moins 1 veut dire, on sait ce que plus 1 veut dire, on sait ce que 0 veut dire, et on a toutes les possibilités entre ces valeurs-là. Et en plus, il est sans dimension. Alors, et donc, vous allez voir, vous ferez ça en exercice tout à l'heure. Je vous mets simplement, donc de nouveau, les formules, vous ne devez pas les retenir, parce que vous comprenez le principe, pourquoi on l'a écrit, pourquoi on l'a fait comme ça, d'où ça vient, etc. Vous ne devez pas retenir ces formules par cœur. Vous allez voir qu'on va calculer aussi les sommes de carrés d'écart type, donc ajustées, qui ne sont en fait rien d'autre que les sommes de carrés d'écart qu'on aurait sans la variable parasite, mais dont on va enlever quelque chose qui tient compte de la relation entre x et y. Donc on dit quand on parle de décorrélation, c'est ça, c'est que des sommes de carrés d'écart habituelles, qu'on aurait sur une analyse de variance simple sur la variable différente, on enlève un terme qui tient compte justement de la relation entre x et y. On peut faire ça pour la somme des carrés d'écart totale, la résiduelle, et puis la somme des carrés d'écart due à la variable A, c'est rien d'autre que la totale moins la résiduelle. Et puis vous pouvez calculer votre f de ce. Alors, j'ai indiqué prolongement, cette analyse de covariance est généralisable à des plans plus complexes avec plusieurs groupes. Donc oui, effectivement, je dis qu'il y avait plus de groupes. Alors, ce que vous allez faire à la main, avec votre petite calculette et vos cerveaux, vous allez travailler qu'avec 2 groupes parce que ça simplifie grandement les calculs, mais rien n'empêche de faire ça sur plusieurs groupes. Vous avez un logiciel, et donc il n'y a aucun problème.